on se retrouve assez souvent dans ce type de situation-là et qui en plus correspond à cette vision un peu très productiviste, tu vois, de faut qu'on en fasse plus, faut qu'on soit plus efficace. Alors que, attention, hein, la promesse de l'agilité, c'est on va faire plus de valeur pour moins d'efforts, notamment parce qu'on va collaborer avec le client, on va réellement regarder les utilisateurs et on va faire la bonne chose. On va être à fond dans la loi de Pareto. Mais c'est bon, on a fait ce petit truc, globalement, on a l'essentiel de la valeur. On pourrait faire le reste, mais ça a plus de valeur qu'on fasse autre chose. Bonjour à tous, moi c'est Bertrand Ruiz, le CEO d'ERSAS, l'outil de gouvernance projet qui révolutionne la façon dont les directions peuvent prendre des décisions éclairées. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Dans cette saison dédiée à l'agilité dans l'entreprise en 2023, en partenariat avec Valiantis, qui est partenaire Atlassian spécialisé Agile & Scale, nous allons creuser à fond cette thématique. Une entreprise qui est agile, ça veut dire quoi? Quel est le niveau d'investissement nécessaire du DG? Comment mettre en place une démarche agile dans une ETI, dans une collectivité? Comment gérer les budgets quand on fait de l'agile? Quel est le principal bénéfice à ce type de démarche? Dans un contexte de crise à répétition, il est important de questionner notre capacité à nous organiser. C'est cela que nous avons voulu faire avec cette saison. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, je suis vraiment content aujourd'hui d'être avec Jean-Pierre Lambert, qui est le créateur de Scrum Life, qui va vous en parler et qui est coach agile. Salut Jean-Pierre. Salut Bertrand. Bah oui, merci beaucoup de m'inviter. Je suis très content d'être là. Oui, donc Scrum Life. Alors effectivement, comme tu l'as dit, moi je suis à l'origine, je suis coach agile, Scrum Master, un peu tous ces métiers d'agent du changement qui accompagnent. Et puis j'ai créé il y a 5 ans, bientôt 6, Scrum Life, qui est du coup devenu la première communauté francophone sur l'agile, le lean et Scrum, comme l'indique le nom. je n'aurais pas dit ça comme ça, mais Scrum, c'est bon, c'était le bon terme. Bon, cool. Alors du coup, on est dans le cadre là de la saison sur l'agilité en entreprise, et du coup, on s'est rencontrés par connaissance, et c'est vrai que c'était super intéressant quand on a un peu échangé sur en fait le pourquoi on t'achète une mission, puisque voilà, t'es un dep, pourquoi on achète Jean-Pierre et du coup, tu vois, non mais c'est vrai, voilà, j'achète Jean-Pierre pour aider ou pour solutionner ce type de problème là. Et en fait, ça évolue assez rapidement. Et donc du coup, c'est sur ce sujet-là qu'on va se positionner aujourd'hui et on va essayer de comprendre ça. Donc du coup, toi, en gros, c'est qui te contacte pour acheter Jean-Pierre? Tu vois, parce que je veux dire, t'incarnes, vu que t'as quand même créé un média, etc. T'incarnes quelque chose. Et donc du coup, les gens, quand ils viennent te voir, ils achètent aussi. Ah ouais, Jean-Pierre, il va vraiment m'aider à solutionner ce type de problème-là. C'est quoi ce type de problème et c'est quel type de personne qui t'achète du coup? Alors, tu me recadreras si je réponds mal à la question. Hein. Je vais essayer. Parce que je vais commencer par faire un détour. C'est-à-dire que du coup, comme on s'est vraiment focalisé sur tout ce thème de l'agilité en général, à la fois c'est un vecteur, les gens savent de quoi on parle, et en même temps ça nous enferme aussi, c'est que très souvent, on n'a pas la même définition de ce que c'est l'agilité. Donc effectivement, très souvent, on va me solliciter sur, en vulgarisant, faire que ça se passe mieux dans des équipes. Voilà. Alors que effectivement les problèmes sont en vrai très souvent on aime bien parler de plafond de verre. C'est-à-dire que oui, ok, on a fait en sorte que l'équipe elle marche mieux, mais en fait il y a plein d'autres problèmes, mais qui sont pas, enfin oui, on peut, ce que j'aime bien dire, c'est en mettant 10 fois plus d'efforts, on aura un petit gain en plus sur l'équipe, mais les vrais problèmes de fond, ils sont structurels, organisationnels. Et donc voilà. Donc après, souvent, du coup, les personnes qui nous sollicitent vont typiquement être, on va dire, le personnage classique, c'est le CTO, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dedans, qui comprend bien ce qui se passe dans les équipes, etc., et qui a déjà suffisamment de levier dans l'orga pour décider. Je sollicite quelqu'un, je paye une prestation. Voilà. Donc après, selon la typologie de la boîte, ça peut être un peu plus bas, un peu plus haut dans l'orga. Mais oui, en général, ouais, on nous sollicite sur les équipes opérationnelles au début, effectivement. Ok. Et tu parles de CTO parce que c'est aussi intéressant sur la typologie des boîtes, hein, taille de boîte, etc. Est-ce que c'est CTO parce qu'il y a pas mal de devs en interne et donc du coup on fait du développement en interne parce qu'on fait du produit SaaS, etc. pour des clients, ou est-ce que aussi c'est plutôt DSI aussi sur ok, on a des devs mais c'est surtout plus en fait au final du projet où on n'a pas de dev en interne mais on a une capacité de faire en externe, etc. Tu vois, est-ce que les deux missions sont réelles? Est-ce que c'est non vraiment que la partie on a pas mal de dev interne?
Non, on a les deux, et la mission où je suis effectivement aujourd'hui, c'est dans une DSI. Après, on en revient sur les biais de, encore une fois, c'est quoi l'agilité, et donc effectivement, tout comme j'interviens surtout sur quand même dans des domaines où il y a du logiciel, mais ça c'est aussi normal, c'est parce que c'est de là que je viens, même si l'agilité concrètement s'applique partout, et c'est en train de clairement monter. Demain, l'agilité sera littéralement dans tous les domaines, dans toutes les entreprises. Bon, bah voilà, c'est normal. Sur mon CV, moi, j'ai fait du logiciel, et donc on se dit que c'est là-dessus que je serai le plus pertinent, et aussi mécaniquement, je suis le plus à l'aise. Donc oui, forcément, plutôt côté équipe technique et DSI, qui, par définition, sont des domaines techniques, qui est d'ailleurs là souvent le problème de fond, d'ailleurs, c'est qu'on est un peu une sous-traitance interne. Enfin, il est là, en fait, le challenge de la digitalisation. On n'aime pas forcément ce terme, mais c'est ça, c'est de faire qu'on n'ait plus une DSI qui sont un prestataire externe, mais qu'on soit vraiment toute la boîte dans cette culture, peu importe le nom qu'on donne, agile, digital ou ce qu'on veut. Ok. Et donc du coup, donc t'es bien sur les deux typologies de missions, enfin deux typologies d'équipes, etc. Donc la partie, parce que tu parles CTO, donc tu vois, tu t'es toi-même positionné, enfin tu vois, par rapport au nombre, parce que c'est le nombre C'est de aussi missions ce que qu'on je me suis parle. rendu compte, les personnes qui me contactaient, quoi. Comme je te dis, c'est les personnes qui comprennent. Et disons que moi, tu vois, étant sur Scrum Life, mécaniquement, les gens qui me contactent, il y a déjà un biais. Bien sûr. Ouais. Ils ont déjà vu des contenus, ils sont déjà plutôt d'accord avec ma vision, et ça fait déjà un filtre sur les personnes qui Bien viennent sûr. me voir, forcément. Clairement, ok, très clair, super. Donc du coup, plusieurs typologies quand même de personas, même s'il y en a un plus gros, et bien sûr l'agilité, enfin bien sûr, et l'agilité pas uniquement dans purement le logiciel, mais dans une façon de faire entre parties prenantes là-dessus. Ok, très clair. Et donc du coup, alors tu parlais de plateforme vert, mais quand même la première mission, donc le CTO ou le DSI vient de dire ouais voilà mes équipes, aujourd'hui il y a un peu de friction entre elles, ou on sent qu'on n'est pas trop à l'aise avec. Est-ce qu'on te dit des fois est-ce que je suis pas trop voilà, on a mis Jira mais on n'a pas trop bien fait le truc, on a mis un peu de non mais tu vois je sais pas en fait c'est la nature de ce qu'ils te disent en gros parce que ils ont quand même fait des choses sinon ils ne seraient pas Mmh. là et ils s'aperçoivent que globalement il y a quand même une prise de conscience que ils pourraient mieux faire entre eux parce qu'il y a quelque chose qui voilà ils ont pas pris le temps, il manque un peu d'expertise ou autre, c'est un peu ça. Et du coup comment Mmh. ils expriment ça sur cette demande de mission? Alors ça va évidemment dépendre des clients dans le détail, mais c'est ce côté de c'est pas aussi fluide qu'on imagine que ça pourrait ou que ça devrait l'être. Ok, c'est une question de fluidité, il y a un peu de friction à certains endroits entre comment ça fonctionne et ils se disent Ouais, ah, ça aimerait que ce soit plus fluide. ouais, on a monté des équipes, et on trouve que ça marche pas vraiment bien, ou effectivement, enfin, il y a quand même ce côté-là de, on n'est pas. Ah, effectivement, on vient rarement. Je pense pas que c'est pour moi, mais on va rarement chercher un consultant pour lui dire, on veut être l'excellence, tu vois, on veut être le Google français. Non. Généralement, si on vient de voir en mode non, mais c'est la galère, et ça, c'est effectivement un biais qu'on a en tant que consultant, c'est que généralement, quand on nous appelle, c'est qu'il y a des problèmes. Et pas Ouais, juste on veut être bien vachement sûr. meilleur. C'est non, c'est qu'il y a des problèmes. Donc toi, tu arrives, tu regardes un peu comment les équipes fonctionnent. Est-ce que tu vois un dénominateur commun après dans ta façon de résoudre les choses, dans le temps que ça prend, dans globalement les deux trois points chauds qui sont toujours un peu les similaires et que du coup après des façons de les régler sont différentes parce que les gens sont différents, etc. Mais globalement, est-ce qu'il y a quand même un tronc commun de difficultés que tu vois souvent et que tu résous de manière différente en fonction des gens? Alors la première difficulté, que je dirais peut-être plutôt piège, que je faisais avant et que je fais beaucoup moins maintenant, c'est de bien cadrer sa mission, son mandat. C'est-à-dire qu'en fait, le premier travail qu'on doit faire, si on l'a pas déjà fait en amont, en avant-vente, c'est déjà se mettre au clair avec son responsable ou ainsi de suite. Ok, c'est quoi mon périmètre? Pourquoi je suis là? À quoi j'ai le droit de toucher dans l'orga? À quoi j'ai pas le droit de toucher? Est-ce que toi, par exemple, tu fais partie de mon périmètre? Est-ce que je suis là aussi pour te coacher toi? Parce que souvent, il y a ça, hein. Souvent, c'est des problèmes de culture, et donc faut coacher les managers, la direction, parce que c'est eux qui insufflent la culture. Voilà, donc déjà, il y a ce mandat-là à poser, en tout cas une première version, puisqu'après, on la fera évoluer, on la gardera vivante. Et du coup, à ce moment-là aussi, potentiellement, on commence à esquisser, ça va être quoi la stratégie avec les équipes, qui globalement, là, ce que j'ai fait les dernières fois, qui marche très bien, bon, c'est on fait
fait une sorte d'audit entre guillemets, c'est-à-dire ça dure une semaine, 2 semaines, il n'y a pas de rapport formel. La cible principale, c'est l'équipe. En gros, on échange avec eux, on leur dit qu'est-ce qu'on va faire, plus que d'avoir un truc pour provoquer le changement vraiment très très haut, hein, parce que parfois c'est ça, un audit, c'est pour avoir un truc tamponné avec un gros nom pour négocier auprès d'une autre direction. Mais voilà, c'est important d'avoir cette phase où on n'est pas encore dans le système et on regarde un petit peu. Et puis après, on propose des solutions, on les valide avec l'équipe. Et puis un peu on se met en route, quoi. Et du coup, quand tu dis donc c'est le premier piège à éviter, donc c'est bien ce mandat-là, de bien le préciser, parce que tu peux vite un peu partir sur des endroits où on voulait pas que t'ailles, et vice versa. Il y a des choses où il faudrait que tu y ailles et qu'au moins ça soit bien clair et explicite. Ok. Donc bien sûr, tu prends le temps de regarder. Et est-ce que du coup, dans les enjeux des équipes en général, les problématiques elles sont plutôt sur des enjeux de par exemple parce qu'il y a plusieurs équipes et du coup elles fonctionnent différemment et donc du coup il y a pas eu de mandat d'uniformisation d'un fonctionnement. Est-ce que c'est ce type de problématique ou est-ce que non, c'est plutôt du mono-équipe mais du coup la difficulté c'est que les gens se mettent je sais pas moi, ils sont pas mis bien d'équerre sur la façon dont ils voulaient faire de l'estimation ou pas, t-shirt sizing ou pas. Enfin tu vois, qu'est-ce que c'est comme nature de problème? Est-ce que c'est les frictions entre équipes qui fonctionnent différemment? Est-ce que c'est au sein d'une équipe le manque de méthodologie où ils sont mis OK? Ça peut être tout ça dépend des équipes. Là où je suis, j'ai envie de dire, j'ai de la chance, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment ou peu de problèmes purement individuels, parce que souvent on a ça aussi, c'est que il y a un, je sais pas, il y a un climat de terreur, il y a une personne, peu importe la raison, parce que dans l'orga qu'on a fait, tu sais, c'est le seul interne ou c'est le seul manager de l'équipe et qui est le responsable de tout le monde, même si bon, officiellement on est tous au même niveau dans l'équipe, en pratique c'est quand même lui qui décide de l'avenir des autres, ou parce que, enfin voilà, il y a plein de raisons, mais toujours est-il qu'on se retrouve dans une situation où il y a un peu quelqu'un qui prend toute la place et les autres non, ou parfois même on a un conflit ouvert, c'est la guerre entre plusieurs personnes. Alors ça c'est une autre catégorie de problème, mais déjà ça faut le détecter parce que quand on a ça, on pourra pour ainsi dire rien construire dans l'équipe. Comme je disais, là j'ai pas trop ce type de problème là. Il y a souvent des problématiques effectivement qu'on pourrait qualifier, je sais pas si c'est le bon terme, de méthodo, enfin juste on sait pas travailler, on sait pas visualiser notre travail, on sait pas s'organiser autour de ce travail, ainsi de suite. Alors parfois c'est organisationnel, d'autres fois c'est aussi technique. C'est on n'est pas des professionnels, on travaille un peu. Enfin, là, si on parle de logiciel, quoi, c'est qu'il y a quand même des pratiques de développement logiciel. Il y a un niveau minimum, il y a des pratiques établies comme l'état de l'art. Ça devrait pas être un débat qu'on les utilise. Et après, effectivement, souvent, il y a beaucoup de choses qui dépassent l'équipe ou qui sont en lien avec le reste de l'équipe. Tu as cité les estimations. Quand c'est purement au sein de l'équipe, en fait, c'est presque facile, en s'y prenant pas trop mal, de lui faire comprendre que, entre guillemets, ça sert à rien, qu'il faut s'y prendre autrement, ou ainsi de suite. Ce qui veut pas dire qu'il y a pas de suivi ou autre. C'est juste que c'est pas nécessairement la meilleure manière de s'y prendre. Très souvent, ce qui fait que c'est rendu obligatoire, c'est parce que le reste de l'orga le demande. Parfois, il y a raison. Et donc, c'est quand même important aussi de creuser, de voir, mais pourquoi vraiment on en a besoin. Et c'est à ça qu'on doit répondre. C'est le pourquoi qui est derrière, plus que, est-ce qu'on a tous estimé de la même manière? Est-ce qu'on a estimé de la bonne manière? Peut-être qu'il faut, mais toujours revenir systématiquement au problème de fond. Et donc oui, très vite on tombe sur l'orga, parce que sinon on n'aurait pas autant. C'est parce que si on a plein d'équipes, c'est qu'il y a une raison à ça. Et enfin, encore une fois, on nous appelle pas dans des orgas qui sont déjà structurés avec plein d'équipes purement autonomes, avec aucune dépendance entre les équipes, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, ça, aujourd'hui, en général, j'imagine que ça dépend de la taille de la boîte, etc. Mais grosso modo, c'est des missions qui durent entre 1 mois et 3 mois, 1 mois et 4 mois, quand tu vas, pour faire le gros du taf. Après, bien sûr, on peut y rester toute la vie si on veut continuer à affiner. Mais, grosso modo, sur cette partie de la mission, de l'équipe en tant que telle, combien de temps ça prend? Alors, une chose qui est très très importante, enfin, vraiment, c'est aussi, alors notamment, on travaille beaucoup avec Scrum, et donc on a la durée des sprints, des cycles de développement qu'on fait. Et en fait, le temps que ça va prendre, il va plus être lié
au nombre de sprints qu'on a fait ensemble que vraiment le temps qu'on a passé ensemble. C'est-à-dire que une équipe qui fait des sprints d'une semaine, au bout de 2 mois c'est court hein, pour une équipe, mais elle a déjà fait 8 sprints. Et effectivement, au bout de 8 sprints, c'est-à-dire que en fait l'équipe elle est déjà normalement assez mature. Donc ça fait un peu bizarre de se dire ouais mais ça fait que 2 mois 8 sprints si on fait des sprints d'une semaine. Et ça marche vraiment. Donc il y a aussi pas mal de choses qui changent la donne comme ça, parce qu'aussi quand les cycles sont plus courts, on a des boucles de feedback. En fait, c'est aussi plus facile pour l'équipe de se rendre compte le lien entre ce qu'elle fait, comment elle travaille, les résultats que ça provoque, ainsi de suite. Donc en fait, on se retrouve en tant qu'agent du changement, ça me demande moins d'efforts à provoquer un changement, et en plus ce changement il est beaucoup plus rapide. Et quelque part j'aime bien parler de cette notion de boucle de feedback, et je pense qu'elle est beaucoup là en fait. C'est que plus tu raccourcis, mais c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Enfin, tu vois, c'est apprendre à piloter un vélo, une voiture, tu tournes le volant, ça tourne, tu le mémorises très vite. Piloter un pétrolier, tu tournes la barre, il se passe 10 minutes avant que tu vois vaguement le changement de cap. T'es obligé de conscientiser les choses, etc. Et donc, c'est aussi ça ce qu'on voit dans les équipes, c'est que quand les boucles de feedback, elles sont courtes, elles sont rapides. C'est la même chose, hein, si vous allez remercier une équipe en lui disant bravo, grâce à ce travail-là, ça a tel impact, c'est vraiment important. Si on le fait 3 mois plus tard, forcément, ça n'a pas le même impact que si on le fait, voilà, vous avez fait le truc, ça change vraiment la donne, bravo, c'est top, ainsi de suite, quoi. Donc forcément, c'est variable. Mais là, typiquement, oui, une équipe que j'ai accompagnée, comme je te disais, au bout de 2 mois, elle était franchement très mature. Ce qui est pas choquant pour une équipe qui a fait 8 sprints, en fait. Voilà. Et donc là, la deuxième équipe que j'ai prise, du coup, la mission continue. Je suis passé en accompagnement vraiment plus en pointillé de la première équipe, et plus en intensif du coup sur une deuxième, parce que du coup comme c'est une DSI, il y a plein d'équipes. et voilà. Et là on est repassé plutôt sur des sprints de 2 semaines pour l'autre équipe. Donc on va voir où ça nous mène. Pour l'instant c'est prometteur, mais on verra dans quelle mesure ça confirme cette théorie à nouveau que avec des sprints plus longs, forcément ça prend plus de temps pour insuffler le changement, quoi. Ok, donc trop bien. Donc c'est plutôt la boucle d'itération, le nom pour voir comment on travaille bien ensemble et comment on structure le truc. Trop cool. Est-ce que en fait cette mission-là, donc tu fais le tour des équipes, s'il y a plusieurs équipes, tu les accompagnes, etc. Et est-ce que du coup il y a un moment donné, il y a un switch où en gros tu parlais c'est un peu ton introduction initiale, c'est-à-dire t'as un plafond de verre qui arrive, c'est-à-dire dans ce que j'entends, on a travaillé un peu la productivité de l'équipe dans le sens elle travaille dans de meilleures conditions, donc du coup clairement si elle travaille dans de meilleures conditions, elle va créer plus de valeur pour l'entreprise, donc tout le monde est aligné. Mais à un moment donné, on pourra y mettre plus de coaching dans les bonnes pratiques, etc. Le gain va être de moins en moins important, et donc du coup là se pose la question de dire si vous voulez encore améliorer la capacité de vos équipes à créer de la valeur, à créer de la valeur, il y a d'autres éléments à challenger que purement la façon dont ils travaillent entre eux. Ça, c'est ce que j'entends dans le mot plafond de verre. Bon, déjà, est-ce que c'est vrai tout le temps? 2, comment est-ce que c'est quelque chose que tu as pris conscience au fur et à mesure des missions que tu n'avais pas vu initialement? Parce que quand même, tu portes en toi avec le Scrum, etc. plutôt le côté initial. Dans tous les cas, Scrum n'est pas une méthodologie d'entreprise, quoi. C'est une méthodologie d'équipe. L'agilité, c'est quelque chose qui ça peut être sur l'ensemble du groupe. Donc, peut-être que aussi ça a été une découverte pour toi. Et après, maintenant, comment ça se transcrit réellement avec du coup ton autre donneur d'ordre, où à un moment donné tu lui dis là globalement on arrive au plafond de verre, il va falloir que tu fasses des choses qui peut-être n'étaient pas dans le cadre de ma mission initiale. Alors c'est cette notion de en fait je le formule, il y a une manière de le formuler. Alors excusez-moi si j'utilise les mauvais mots, je vulgarise un peu. Souvent on parle de mode projet versus mode produit, c'est pas forcément la bonne nomenclature. Enfin disons qu'il y en a un où on est en mode solution à la demande. Quelqu'un te demande quelque chose, tu lui fais cette chose-là, que de l'autre t'es véritablement dans une approche produit où on essaye de construire la bonne chose ensemble. Et ce switch-là, du coup, si on est dans le cadre d'une DSI, il est très difficile puisque la DSI a instauré quelque part le modèle où on est là pour faire ce qu'on nous demande. Et ce switch-là, en fait, oui, tu le sens assez vite dans les équipes, dans le sens où c'est tout un tas de petits symptômes. C'est
la vision produit est pas claire, donc en fait concrètement au niveau de l'équipe, on sait pas vraiment pourquoi on est là, on sait pas vraiment c'est quoi l'impact de ce qu'on fait. On est très loin des utilisateurs, on leur parle jamais directement. T'as tout un tas de choses comme ça. Et donc effectivement, bah c'est comme tu l'as dit, on peut ouais, à un moment, bah c'est pour ça que t'as dit, on sort de la valeur. Moi, je sais pas, on sort plus de trucs, plus vite, de meilleure qualité. Mais est-ce qu'on sort les bonnes choses? Est-ce qu'on les sort? Et c'est ça qui est très triste. Alors, je crois que c'était, je sais plus si c'était Deming ou quelqu'un comme ça qui disait, enfin, il y a pas de pire gâchis que de faire efficacement la mauvaise chose. Il y a rien de pire que d'être super optimisé à faire un truc qu'il ne faut pas faire. Et on se retrouve assez souvent dans ce type de situation-là, et qui en plus correspond à cette vision un peu très productiviste, tu vois, de faut qu'on en fasse plus, faut qu'on soit plus efficace. Alors que attention, hein, la promesse de l'agilité, c'est on va faire plus de valeur pour moins d'efforts, notamment parce qu'on va collaborer avec le client, on va réellement regarder les utilisateurs et on va faire la bonne chose. On va être à fond dans la loi de Pareto. Mais c'est bon, on a fait ce petit truc, globalement, on a l'essentiel de la valeur. On pourrait faire le reste, mais ça a plus de valeur qu'on fasse autre chose. Ce qui est très 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 dur de mettre ça en place quand on est dans une relation un peu formalisée de client-fournisseur. Bah non, parce que du coup, il faut que je sois au clair sur mon périmètre, donc il faut que je pense à tout. Donc du coup, de l'autre côté, il faut qu'on se blinde, il faut qu'on n'oublie rien, et ainsi de suite. Et on est tout le temps on fait le max et on se prépare. Alors que non, il faut réussir à travailler ensemble. Donc on en revient aussi beaucoup sur la notion de collaboration, et clairement, collaboration, pas juste dans l'équipe. Bon, si on l'a pas, on n'ira pas loin, mais aussi beaucoup plus large, avec tous les acteurs, avec l'écosystème de l'équipe. Et donc, bah là, bah du coup, on arrive à devoir casser tous les silos, revoir toute l'organisation si on veut vraiment le pousser loin. Enfin, en fait, on est dans un paradoxe où c'est pas forcément très dur de l'expérimenter. Dire, on lance une équipe pilote, on va trouver des gens qui sont motivés dans chaque département, un peu, tu vois, qui ont un peu cette fibre, ça leur parle, tu vois, qui sont plus orientés valeur, à créer de l'impact, et on les met ensemble, on dit voilà, pendant 6 mois ils vont faire leur truc, voire même on peut le faire en sous-marin. Par contre, la difficulté, elle vient dire ok, donc ça marche, on s'est pas mis le doigt dans l'œil en se disant que c'était une bonne piste. Maintenant, comment on fait en sorte que ça soit pérenne, que les gens à la prochaine évaluation annuelle, ils sont pas juste défoncés en mode ah mais t'as pas fait ce que je t'ai demandé, et aussi que ça devienne quelque chose de global, c'est-à-dire que les gains qu'on en retire tous dans toutes les équipes sur tous les domaines. Donc toi, j'ai peut-être répondu à côté. Le point clé pour toi, c'est parce que tu dis il y a des choses. Tu dis deux trucs. Tu dis tester, c'est relativement facile. Détacher des personnes métiers à temps plein sur ça dépend des entreprises, mais quand même dans les métiers aujourd'hui, moi je vois plein d'entreprises qui ont des difficultés, tu vois, opérationnelles parce qu'il leur manque du monde qualifié, etc. Et que pour pouvoir aussi faire ces projets-là, tu vois, il y a besoin d'expérience, d'expérimentation, etc. Tu vois, de connaissances métiers. Donc il y a une vraie difficulté à détacher ces personnes-là à temps plein, je parle. Dans tous les cas, de les laisser sortir du giron parce que les managers ou les BU ont des. Vas-y. Non, en fait, je rebondis, c'est le. Oui, alors c'est pas forcément facile d'avoir ces personnes-là. Maintenant, tu vas juste commencer à expérimenter avec. Le but, entre guillemets, faut en trouver qu'une ou deux. Et surtout, alors parce qu'en fait, c'est la magie des silos. C'est que tu te retrouves très souvent dans une forme d'opposition. C'est le client est con, l'utilisateur sait pas utiliser le produit, etc., etc. Et en fait, quand tu leur parles, tu te rends compte, ah mais non, mais les métiers, ils sont pas cons. Oui, leur process peut être optimisé, mais il y a une vraie logique, ils ont des vrais problèmes, etc. Et donc, tu vois, le simple fait de mettre les personnes dans la même pièce, c'est, on parlait tout à l'heure au niveau d'une équipe, par exemple en déployant Scrum, en fin d'itération, en fin de sprint, on a la sprint review. Le simple fait de faire réellement cette réunion-là, c'est-à-dire où on réunit dans la salle l'équipe et les parties prenantes et où on en échange et on arrive à monter ça justement en discussion, pas juste on vous fait une presse, on se dit au revoir, mais vraiment il y a un échange. Là voilà, on se rend compte que d'un côté métier, on se rend ah ouais mais en fait vous faites des trucs qui peuvent vraiment m'aider. Et côté équipe, on se rend compte mais en fait c'est pas des idiots en fait. En fait faudrait qu'on travaille ensemble. Tu casses déjà pas mal de cette défiance qu'on a souvent. Après encore une fois,
Donc tu vois, de ce qui peut nous amener à faire cette étape suivante de essayer de travailler autrement. Alors faut quand même que la direction, les managers, ils soient pas complètement opposés. Par contre, effectivement, la difficulté, c'est quand ok, on a fait le test, maintenant on veut vraiment le faire. Et là, bah oui, suffit pas de trouver une personne qui est à la fois bien lunée et compétente. Ce qui rejoint ce que tu disais, je pense. Ouais, non, bien sûr. Mais du coup, toi, tu te dis, bon, ça se teste. Il y a quand même une question de test où il faut trouver un directeur, un manager qui est OK pour libérer une ressource pour faire ce test-là. Des fois, tu vois, il y a quand même, opérationnellement parlant, si c'est le DAF, le responsable marketing ou n'importe qui. C'est un premier point. Et après, le second, c'est, tu dis, la généralisation de ça. Toi, c'est vraiment ce point-là, c'est le point clé pour toi pour mettre l'agilité dans l'entreprise. Parce que j'ai l'impression que c'est ton point focal sur tant qu'on n'a pas ça ou tant qu'il n'y a pas ça, ça va être compliqué. C'est une question. Alors c'est jamais blanc ou noir, hein. Il y a tout un dégradé entre les deux, donc effectivement, donc on peut toujours avancer petit à petit, mais ouais, tu vois bien. Moi, la chose qui est à la fois très normale et c'est surprenant qu'à chaque fois on le retrouve, c'est par exemple, justement, quand t'es dans une orga vraiment traditionnelle où t'as ce côté-là de, on a des pools de ressources. Donc on fait un projet, donc on prend des ressources à gauche à droite pour le temps du projet. Le projet est fini, on redispatche, on casse l'équipe entre guillemets. Je sais pas si on appelle ça une équipe dans ce cadre-là. En tout cas, c'est clairement une équipe temporaire avec des gens. Bah, le terme ressources vient de là pour le coup dans ce type de contexte. C'est un terme plutôt approprié. Quand on en est là et qu'on se fait le switch, un des switches intellectuels qui est pas du tout facile forcément pour du management un peu habitué à l'ancienne, c'est de se dire, c'est plus des responsabilités individuelles, c'est une responsabilité collective de l'équipe. Ce qui pose forcément la question, oui, mais comment j'évalue les gens? Parce que moi, je suis responsable de bidule, je fais son évaluation annuelle, et comment je l'évalue? Et rien que ça, donc ça arrive quasiment systématiquement, tu vois. Et à chaque fois, on le laisse de côté, et c'est 3 mois, 6 mois, 1 an plus tard. Évaluation annuelle, comme tous les ans, surprise, comme tous les ans. Et là, bah du coup, il y a entre guillemets tout qui s'effondre. C'est-à-dire que tu vois, les personnes étaient motivées. Ouais, maintenant, on a un objectif. Cet objectif, il a de l'impact pour la boîte. Il y a des gens derrière, on les connaît, ça échange. Il y a une super dynamique. Et puis, bah d'un seul coup, chaque personne se fait prendre individuellement par son manager, parce qu'évidemment, dans ce type d'orga, bah c'est chacun vient d'un pôle différent et donc d'un manager différent, et chaque manager lui dit bah ouais mais non mais moi j'ai besoin de t'objectiver sur quelque chose, donc on l'objective sur un truc débile mais facilement mesurable, mais qui n'est aucunement lié à l'impact qu'a l'équipe et qui casse donc cette dynamique de responsabilité collective. Et voilà, et ça c'est le genre de chose qu'on voit, c'est-à-dire que ouais, tu peux avoir une super histoire qui monte pendant 3 mois, 6 mois, et grâce fondamentalement à leur bonne volonté, quoi, parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils achètent aussi à cette vision de on a de l'impact, on travaille ensemble sur un truc qui sert, et puis bah voilà, mais sauf que t'as pas du tout touché finalement à la dimension RH, parce que du coup là on parle de manager, mais c'est la dimension RH, comment on évalue les personnes, et peut-être même par extension comment on rattache les personnes, parce que forcément si dans l'équipe tout le monde a un responsable différent, ça fait peut-être partie du problème. Et on n'accompagne pas du tout, justement, il y a aucune stratégie sur ok, comment on évalue les personnes maintenant qu'on est dans ce nouveau modèle. Et donc c'est forcément t'as ce moment-là qui est difficile, voire qui fait tout exploser, parce que du coup mais moi je suis testeur, je suis indexé sur le nombre de bugs que je trouve, moi je suis développeur, je suis indexé sur le nombre de lignes de code que j'écris, enfin je caricature mais pas tant que ça, et une autre personne sur le nombre de le designer sur le nombre de mock-up qu'il a pondu, tu vois, enfin est-ce qu'ils ont de l'impact? Non, pareil, l'autre sur le nombre de specs qu'il a écrit, enfin voilà, ça ne sert à rien. On oublie complètement ce truc qui arrive au cœur de on est tous ensemble sur un objectif commun qui a du sens, qui a de l'impact pour la boîte. Et donc t'as cette dimension-là qui sans aller jusqu'à une transformation profonde, enfin c'est toujours pareil, de toute façon c'est un chemin continu, tu fais toujours un peu plein d'étapes, et toi t'as quand même cette dimension-là très terre à terre de comment on évalue les personnes. Bah tu te la prends dans la tête si tu l'as pas un minimum planifié, quoi. Tu parles d'évaluation de personnes. Quand tu fais ta première partie de mission, dans tous les cas la mission pour laquelle on t'a fait venir initialement, j'imagine que tu te rends compte que il y a c'est ce que tu disais aussi un tout petit peu au début, que
que ton donneur d'ordre initial ou celui qui t'achète a lui aussi besoin en fait de s'ouvrir un peu les chakras, etc. C'est quoi lui ses difficultés en général par rapport à l'organisation ou par rapport à c'est quoi son plafond de verre à lui par rapport à sa position et comment toi tu lui apportes un peu de fraîcheur et peut-être aussi de vision différente parce que c'est vrai c'est une façon différente d'aborder la problématique. Alors on va dire, je sais pas trop à quel moment on dit qu'on est senior ou pas, mais en tout cas c'est plutôt comme ça la perception qu'on de moi. C'est donc effectivement quand tu fais venir un coach agile senior, mécaniquement tu te mets aussi un peu plus en demande et à l'écoute en te disant bah écoute, enfin voilà, à la limite voilà ce que j'avais en tête, mais c'est toi l'expert, je m'attends à ce que tu me guides. Donc déjà il y a aussi cette dynamique là qui se met naturellement, à condition qu'on soit pas raté sur la définition du mandat, encore une fois. Et donc effectivement, il y a aussi des réflexions régulières, parce qu'évidemment, il faut voir son responsable régulièrement pour garder le contact et avoir des échanges sur tous les sujets qui passent, et aussi pour ces questions un peu au long cours. Alors selon les orgas, il y en a aussi où finalement il y a une dynamique de transfo qui a été lancée, et donc finalement il faut rattacher cette personne à la dynamique globale. Il faut soi-même se reconnecter à la dynamique globale. Ce qui arrive aussi peut-être même à acter que notre mandat, c'est pas d'être coach agile sur ces équipes-là, mais coach agile sur toute l'orga rattaché à ces équipes-là, parce qu'ils changent déjà un peu la vision de en fait on va aider tout le monde à aller dans cette direction d'entreprise et pas juste ça. Donc du coup on l'aide aussi à accompagner cette dynamique globale. Ou quand c'est cette personne qui porte la dynamique, bah du coup on va essayer d'être là. On a toujours plusieurs casquettes. Je vais caricaturer, dans coach agile, il y a coach et il y a agile. Il y a à la fois une casquette d'expert. On est là, voilà le type, ce que mon expérience me dit en général quand il y a ça, ce genre de choses-là peut marcher. Voilà dans une trousse à outils de choses qu'on pourrait essayer. Voilà comment ça s'anime, comment ça fonctionne, ce qu'on peut en espérer, etc. Et il y a aussi une dynamique effectivement un peu coaching, ou plus généralement d'accompagner le changement, parce que les managers, en tout cas dans les orgas qu'on croise où il y a une culture du management, ils ont un rôle clé, ou en tout cas ils ont le pouvoir de tout détruire. Et donc il faut à minima qu'ils rentrent dans la dynamique et qu'ils soient conscients que la culture de la boîte est le reflet direct du comportement des managers et de la direction, et que donc il faut tu vois, un manager qui dit jamais je ne sais pas, ça veut dire pour les équipes qu'on n'a pas le droit de pas savoir non plus. Enfin, tu vois, et c'est alors que ça fait partie des choses. Tu vois, la performance des équipes, elle est plus ou moins directement liée au type de culture qu'on arrive à avoir. C'est, est-ce qu'on est dans une culture d'expérimentation, de droit à l'erreur, où on peut se dire les choses, parce que si on peut pas se dire les choses, c'est compliqué d'avoir du feedback et d'avancer. Et ça, souvent tu le vois, tu vois, dans l'attitude du manager. Oui, non mais on te pose un problème, t'essaies d'y répondre tout de suite. Tu dis pas je sais pas, etc. Ou tu vires des gens direct, on sait pas pourquoi. Enfin bon, donc c'est effectivement, il y a quand même toutes ces dimensions-là à accompagner. Donc faut avoir le tact. Ouais. En même temps, c'est plus du coaching là que plutôt de l'orga global, hein, on va dire, dans le besoin en fait. Ouais, là en l'occurrence effectivement après oui non, alors on se retrouve aussi à être sollicité plus, parce qu'en fait souvent le DSI lui-même, ça va dépendre du type d'orga, mais justement dans les orgas qui ont besoin d'aide, potentiellement ils se retrouvent pas à avoir mis le CTO au niveau du board, tu vois, c'est-à-dire que la tech c'est en dessous, c'est autre chose, et donc le DSI lui-même il est soumis à alors généralement, quand on a changé de DSI pour un DSI qui veut vraiment faire bouger les choses, c'est que encore en haut dessus, il y a quand même quelqu'un qui a cette vision de non mais dans 10 ans, on sera plus là si on fait pas un vrai changement. Mais cette personne-là, elle-même, elle a pas forcément vraiment cette culture d'agent du changement. Donc parfois, elle va être aussi un peu maladroite. Genre bon, c'est bon, on fait une réorg et puis c'est plié. Tac, je fais une note, c'est comme ça pour tout le monde. Et puis il peut y avoir un peu
c'est pas forcément qu'une personne. Selon le type de l'entreprise, tu peux avoir un board d'administration avec 5, 10, 15, 20, 50 personnes. Et voilà. Et donc, du coup, elle-même aussi, cette personne-là, on va aussi l'accompagner potentiellement dans cette démarche. Comment moi je peux aussi avoir des outils, qu'est-ce que je peux proposer, comment j'accompagne des personnes, elle-même par rapport à aller encore au-dessus, effectivement. Et ça, oui, c'est son propre plafond de verre, qui est normal, hein, en fait. On n'aurait pas fait venir cette personne-là s'il n'y avait pas besoin de changer les choses. Bien sûr. Ok. Et aujourd'hui, toi, quand t'es intervenu comme ça, est-ce que t'es intervenu dans des boîtes où t'as commencé par les équipes, après t'as vraiment plus passé du temps sur le DSI ou le CTO dans la façon dont il allait pouvoir être embarqué, tu vois, le codir ou autre, et ensuite plus sur accompagner l'ensemble de l'entreprise dans sa mue organisationnelle. Est-ce que t'as fait un peu le strike j'imagine sur plusieurs années, ça prend du temps. Est-ce que tu l'as déjà connu en tant qu'indep comme ça? Alors, oui, après, c'est pas complètement séquentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, tu continues d'accompagner les équipes et tu commences à accompagner au-dessus et ainsi de suite. Très souvent, on n'est pas... Enfin, ça dépend de la taille de la boîte, mais effectivement, quand c'est grosse, on n'est pas tout seul. Donc, en l'occurrence, je participe au groupe des coachs agiles et on travaille ensemble pour faire bouger les choses à plus haut niveau, etc. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile. Je sais pas, c'est pas facile. Moi, je me sens toujours un peu, parce que du coup, maintenant, j'ai une forme de notoriété, en fait, mais je me sens toujours petit face à des gens importants. Bon, alors maintenant, ils me parlent comme si c'était moi qui étais important, donc je fais comme s'il y avait pas de problème, hein, mais... Tu prends. Bon, je vais rester, c'est comme au resto, quand t'as pas l'habitude que t'aies 48 fourchettes et 48 couteaux, tu dis, OK, on m'a dit que c'était à partir de l'extérieur à l'intérieur, mais je suis pas sûr. C'est ça? C'est un peu ça, ouais. Je vois le truc. Et non, mais t'as après enfin, c'est pas parce que t'as créé un média extra, tu peux rester humble et c'est tout à ton honneur. Il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci là-dessus. Est-ce que tu penses que il y a pas aussi une forme d'organisation cible un peu trop rigide dans ce que tu dis? Moi, tu vois, c'est ce que je ressens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en fonction de la taille des boîtes, à un moment donné, tu peux pas avoir des métiers qui sont dédiés à 100% sur ces projets-là. Tu vois, à un moment donné, si tu veux, si tu dis, on doit tout faire comme ça, le budget global de faire des choses va exploser pour ces boîtes-là parce que déjà, en doublant, en formation, etc., il y a une difficulté. Parce que, ou alors, comme si on reste sur que c'est l'organisation cible, alors on fait beaucoup moins de projets parce qu'on aura beaucoup moins de temps de métier. Ce qui est possible aussi. Mais si tu veux, ça reste des choix qui sont stratégiquement pas évidents. Donc du coup, tu vois, j'entends ça. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi quand même un delta, je sais pas moi, acceptable dans certaines choses qui font que, par exemple, c'est trop bête, mais aujourd'hui, tu vois, moi, si tu m'avais dit quel est le point clé pour commencer une bonne agilité, j'aurais pas dit que c'était le temps de métier à 100% dans les projets ou dans les trucs. J'aurais dit plutôt, c'est la capacité du codir à avoir une roadmap dynamique, trimestrielle, plus annuelle, voire triannuelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui paralyse beaucoup les organisations, c'est la non-capacité des C-level à itérer une roadmap sur 3 mois, qui fait que du coup, les équipes il y a pas de bilan, il y a pas de point de lancement, on a que des trucs qui sont pas du tout alignés entre eux. Changer, c'est compliqué, etc., etc. Donc du coup, c'est pour ça que je te posais la question initiale et je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Mais t'as raison, parce que du coup, je sais pas si on s'est bien compris, du coup, donc c'est parfait. Alors, en fait, alors oui, je suis d'accord qu'il y a plein de manières d'organisation possibles, effectivement. Alors, parfois parce qu'il y a vraiment un contexte différent d'un point de vue, on va dire, business. Ouais. D'autres fois parce qu'il y a un contexte humain différent. Ouais, qui font qu'on va pas forcément être sur la même solution. Est-ce qu'il faut forcément un métier à 100%? Pas forcément, et voire même c'est contre-productif parce qu'en fait on veut que la personne elle ait les mains dans son quotidien, sinon de quoi elle parle, c'est plus dans le... Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je continue de faire du coach agile, pour pas dire n'importe quoi, sur notre chaîne YouTube aussi, tu vois, j'ai envie de garder la main dans le c'est quoi ce que je raconte. Bien sûr. Une personne donc
Donc effectivement, par contre, il faut trouver les dimensions. On va dire le modèle canonique de l'agilité, en tout cas tel que nous on le comprend, qu'on l'interprète, c'est l'équipe produit, l'Empowered Product Team selon Marty Kagan, où effectivement t'as alors product owner, on peut l'appeler product manager, qui est dans l'équipe et qui mène ça. Et donc effectivement t'es plus du tout dans ce modèle client-fournisseur. C'est pas les métiers qui demandent des choses, c'est les métiers qui sont des utilisateurs, qui ont des enjeux. Mais tu vois, et entre guillemets, et c'est l'équipe produit qui a pour responsabilité, ce qui peut, donc ça rejoint ce que tu dis, par exemple, un framework comme les OKR, ça sert à articuler ça. On a des objectifs, voilà les choses qu'on doit accomplir, les choses qui doivent bouger, les choses sur lesquelles on met notre focus. Et après, les équipes, chacune à leur niveau, font ce qu'il y a à faire pour aller ça. Et donc, effectivement, ça va être problématique si les métiers se mettent pas du tout au service des équipes, parce qu'à un moment donné, pourquoi tu le fais? Mais ça doit pas forcément leur prendre un temps fou. Enfin, ça dépend où t'en es. C'est-à-dire qu'effectivement, au début de la transfo, ça peut être plus facile de trouver une personne qui est ouverte, qui est motivée, et même si elle est pas à 100% du temps. Mais la vision à terme, c'est que tout le monde a compris l'intérêt, en fait. Bah oui, non, mais on a compris, je sais pas, je prends un exemple bateau, vous développez notre produit principal, voilà, nous, on gère les opérations, on utilise un outil interne, c'est vous qui gérez cet outil interne. Concrètement, c'est vous qui faites que mon quotidien, il soit fluide, efficace ou compliqué et galère. Et puis, en cascade, du coup, j'arrive à faire plus de choses ou moins de choses. Et donc, en fait, je comprends, tu vois, donc je suis super content quand vous venez me voir. Et on est plus dans cette relation produit versus utilisateur. Et potentiellement, d'ailleurs, c'est pas que de leur temps directement, puisqu'après, ça peut être aussi juste tu mesures littéralement l'utilisation du produit. Est-ce que les gens utilisent la fonctionnalité, comment ils l'utilisent, etc. Donc après, il faut évidemment et du quanti et du quali. Donc à un moment donné, on parle quand même aux gens. Mais t'as plein de manières. Mais là, effectivement, c'est le scénario idéal. On est arrivé au bout, tout le monde est super motivé, on est conscient que ça marche bien et ainsi de suite. Donc, moi, je reste persuadé que ça reste une des meilleures options, même si c'est pas forcément la seule. Mais ce qui est sûr, c'est que les chemins pour y arriver, probablement qu'on va pas commencer par déployer ça directement parce que on a des jeux de pouvoir, c'est dans une culture où ça, c'est le genre de choses que tu vas voir dans une startup. Tu l'as fait sortir de terre. Ça, j'ai vécu, dans les startups, c'est, t'as ce paradoxe-là, une transformation agile dans les grosses boîtes, souvent, c'est réduire la bureaucratie. D'une startup, c'est plutôt, non, on va mettre des process parce qu'il y a aucun process, qui est presque contradictoire, en fait, avec ça. Et donc, dans les grosses boîtes, c'est plutôt, oui, mais non, mais en fait, on serait pas là à parler de ça si la tech, en caricaturant, était vue comme importante. Et donc, forcément, aujourd'hui, si c'est les métiers qui sont importants, on peut pas juste dire, les métiers, vous êtes juste là, où on s'en fiche, on va décider pour vous, c'est quoi votre quotidien. Donc forcément, tu vas être obligé de passer par d'autres options où tu les impliques pour qu'ils soient moteurs. Et en même temps, c'est comme ça que le changement y passe, parce que les personnes sont impliquées dedans et sont moteurs. Si tu imposes le changement, les gens ils freinent des pieds, ils savent pas où on les emmène, ils veulent leur prime, et donc c'est normal, ils se referment direct. Donc tu as aussi cette dimension-là qui est quand même très importante d'impliquer les personnes. Ok. Mais du coup, les points, toi, que tu regardais, du coup, parce que au début de la conversation, tu parlais quand même du temps des métiers, la capacité de s'impliquer, d'être pas dans une relation client-fournisseur. Ça, c'est le point principal. Quels sont les autres points clés que tu regardes dans le fonctionnement, sur le fonctionnement, pour savoir un peu d'où ça part, quoi? Tout ce qui est autour de la notion de vision, de sens, d'impact. Est-ce que c'est communiqué? Et d'où est-ce que ça vient? C'est-à-dire que parfois, quand tu essayes de vraiment creuser pour avoir l'info, tu te retrouves à faire le tour de la boîte. Non, mais on le fait parce que les commerciaux ont signé un truc. Mais pourquoi les commerciaux ils l'ont fait, et ainsi de suite. Parce que juste faire de l'argent, c'est pas. Normalement, il y a une stratégie quand même derrière, où potentiellement en creusant, on arrive à la conclusion qu'en fait, il y a pas de vraie stratégie dans la boîte, il y a pas de pilote dans l'avion. Ça, c'est aussi des choses qui arrivent. Et donc alors moi, c'est vrai qu'effectivement, j'ai aussi ce réflexe de regarder ça parce que j'ai souvent un focus équipe. Je sais qu'une équipe, mais c'est vrai pour tout le monde. On va dire au niveau contributeur individuel.
si tu sais pas c'est quoi la direction on va, on n'a pas besoin de connaître le chemin, mais on a besoin de savoir la destination. Et ça souvent c'est une chose qu'on a du mal à, tu sais, l'agilité c'est genre on travaille n'importe comment. Non, c'est qu'en fait on a besoin de savoir, on n'a pas forcément besoin de planifier le trajet pour y aller, qu'on va découvrir en faisant, mais on a besoin d'avoir une direction, on a besoin d'avoir une stratégie. Et ça, creuser ça dans une équipe qui a pas ça, enfin ouais, on en revient sur ce qu'on disait, c'est tu as une équipe qui fait des choses, voilà, une équipe qui dépile. Ah ouais, elle est efficace à faire des choses, elle sait pas pourquoi, elle sait pas l'impact que ça a, elle sait pas voilà. Et souvent ça c'est quand même une chose, enfin faut qu'on arrive à savoir d'où ça vient, et parfois à essayer de le cadrer nous-mêmes si on n'a pas de réponse, ce qui est souvent un bon moyen de forcer les autres personnes à jouer la danse. Bah, vous étiez pas là, bah nous on l'a défini nous-mêmes la vision. Vous auriez voulu être là, bah oui vous étiez pas là. Bah si vous voulez la version suivante, on l'a fait avec vous. Tu vois, et que ça souvent va plus marcher que juste se plaindre. Bah oui, mais on n'a pas de vision, on n'a pas de stratégie et vous nous en donnez pas. Puis bah du coup ça va juste traîner et puis il se passe rien. Alors que c'est juste plus, bah non, on s'est posé, on pense que c'est ça qu'il faut faire, et donc du coup on se met en marche pour implémenter cette stratégie. Et là par contre ça va se réveiller. Ah oui, ah mais non, mais pourquoi vous avez fait ça? Mais oui, mais ok, bon on va définir la stratégie ensemble alors. Ok, donc en gros, quand toi tu viens et que un des points que tu regardes, c'est ok, c'est quoi la stratégie à 3 ans, c'est quoi les grands axes forts de lesquels on doit aller, pourquoi, etc. Et si ça c'est pas clair ou autre, que après avoir fait un vrai tour, tu vois, tu commences toi à dire, de ce qu'on a compris, c'est ça vaut ce que ça vaut. Mais au moins en le posant, ça crée de la réaction et du coup, ça forcément, ça force les gens à se poser, quoi. C'est ça? Ouais, ça va. T'as l'effet des deux côtés, c'est que d'une, ça aide l'équipe, les opérationnels, les contributeurs à avoir du sens, mais simplement à prioriser les sujets. Quand il dit faut faire A ou B, bah ouais, mais si je sais pas où on va, en fait, je sais pas lequel il faut faire. Donc ça les aide eux à pouvoir avancer simplement. Ça les aide à donner du sens à leur quotidien, et effectivement, ça aide à je vais être méchant, à coincer à causer les autres personnes. Mais enfin, l'analogie de la danse, elle est celle-là. C'est, ben oui, mais en fait, on fait une danse ensemble. Moi, je t'ai emmené dans une danse, du coup, t'es obligé de te mettre à faire cette danse-là aussi. Ok. Avant, juste on dansait pas et tu démarrais pas la danse et il se passait rien, en fait. Et, Ok. et ça, effectivement, ça aide à bouger des deux côtés. Ok, donc si je récapitule un peu les axes un peu précis d'une intervention de Jean-Pierre ou dans tout cas ce que tu regardes. Premièrement, c'est comment tu structures la relation avec les métiers, comment le temps des métiers est vécu, comment on arrive à l'avoir, comment ça se passe quand on fait des choses ensemble. Ça, c'est un point d'attention fort. Le deuxième, c'est que sur l'équipe que tu aides dans sa structuration de travail, c'est plutôt la mise en place, avoir ce qui est le plus adapté, mais comment en fait tu crées des itérations courtes pour améliorer leur façon de travailler entre eux et qu'ils se rendent compte de comment ils travaillent pour maximiser leur courbe d'apprentissage pour que leur façon de travailler soit la plus fluide possible, puisque la recherche, ça reste une fluidité, excuse-moi. Et le troisième point, c'est quand tu fais ton tour de toutes les popotes, tu essaies de comprendre si la stratégie est claire, quels sont les axes stratégiques, les priorisations, et est-ce que c'est clair, et est-ce que c'est compris. Et dans tous les cas, s'il y a du flou là-dessus, toi, tu essaies de reposer les choses avec les parties prenantes. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça crée la conversation. Les gens s'en emparent et donc du coup, ça recrée une dynamique de groupe sur comment on priorise, qu'est-ce qui est important ou autre. Et au moins, tu factualises un petit peu aussi les désaccords ou les non-compréhensions et t'arrêtes juste de faire en sorte que le flou latent qui était ou le brouillard latent qui était la norme soit vu comme une des principales raisons pour lesquelles on peut pas bien travailler ensemble parce que on n'a pas le même cadre de compréhension de ce qui est important ou de ce qui l'est pas. C'est ça? Ouais, je nuancerais juste en disant, et quasiment à chaque étape, ce qui est quand même aussi très important finalement, ça va pas te surprendre, hein, c'est des indicateurs ou des objectifs du concret, que ça soit au niveau la fluidité de l'équipe, ça veut dire quoi? Comment on la mesure? Tu vois, ce qui est pas, c'est important qu'on se sente bien dans l'équipe, etc. Mais à un moment donné, quand on disait le terme fluide, ça veut dire quoi que c'est fluide? Concrètement, ça veut dire qu'un sujet, on les termine vite. Donc, c'est-à-dire qu'on le mesure et on le surveille et on se pose aussi des questions. On se contente pas de se dire est-ce qu'on a passé un bon sprint ensemble,
et qui va. Non, mais c'est une question. Jean-Pierre, je suis sûr que c'est t'offres une l'apéro question. à chaque fois. C'est une question qui est importante, mais qui peut trop facilement finir en machin et voilà, telle partie prenante a été un connard, c'était compliqué, etc. Ce qui est vrai, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on va dans la bonne direction, etc. C'est vrai là que tu disais sur la vision. J'ai cité les OKR tout à l'heure. C'est ça aussi qui est fort dans les OKR, hein, c'est que il y a à la fois la vision inspirante d'où on veut aller et les boussoles, les indicateurs qui nous permettent d'ajuster, de prioriser, de choisir quoi et de se poser concrètement qu'est-ce qu'on devrait faire pour y aller, et ainsi de suite. Et c'est vrai, et tu vois, ou quand on parle avec les parties prenantes, ben oui, c'est quoi l'impact? C'est quoi réellement? Qu'est-ce que ça, en quoi là, on a fait un truc? En quoi ça change le monde? Mis à part qu'on a mis du code dans Git. Qu'est-ce que réellement, en quoi ça change le monde? Et ça nous amène très loin, juste de se dire ça. En fait, c'est quand tu réalises que tu changes le monde des utilisateurs, tu te rends compte que tu leur dois quelque chose, par exemple. C'est pas juste, ah zut, il y a encore un bug qui me fait chier, mais non, il y a une personne qui est bloquée là. Il y a une personne qui peut pas aller au bout de son workflow, qui est obligée de machin, etc., et qui est en galère. Enfin, donc voilà. Et donc ça, c'est quand même, et puis au tout début, quand je parlais du mandat, c'est pareil aussi. Ça aussi, on a envie de le mettre. C'est quoi ma mission, en fait? Je suis là pourquoi? Qu'est-ce qui me permettra de savoir si j'ai fait la bonne chose ou pas, si je vais dans la bonne direction, et inversement, si on arrive à rentrer dans une démarche de coaching avec les responsables, et comment on saura que maintenant c'est mieux ou pire. Enfin, toi, encore une fois, j'aime bien cette notion de boussole, c'est-à-dire que indépendamment de savoir si on est arrivé où on voulait aller, puisqu'en vrai on le découvre en le faisant, mais en tout cas, est-ce qu'on pense que ça va dans la bonne ou dans la mauvaise direction? Et donc rentrer dans cette logique de priorisation. Parce que souvent, ce qu'on a aussi dans les orgas, c'est que le truc qui manque, c'est un peu, c'est le biais pour l'action, quoi. T'as un gros truc mou, et rien avance, ou dès qu'il faut prendre une décision, ça le fait pas. Et en fait, très, très souvent, il vaut mieux prendre une mauvaise décision que pas de décision, en fait. C'est pire de ne pas décider. Donc ça fait souvent ces genres de choses-là, comment on insuffle dans le biais pour l'action. C'est ok, là il faut qu'on avance, on fait un truc, on verra, et faisons une expérience. On n'a pas l'info, faisons une expérience. Modulo communiquer sur la décision, parce que ce qu'on a vu aussi, beaucoup d'équipes qui prennent des décisions sans les communiquer, et du coup après ça te crée tout un gap où quand ça revient, c'est compliqué après d'expliquer. Alors que tu prends des décisions parce que les gens les prennent pas, mais tu les communiques, au moins t'es réglo, quoi. Et ce qui rejoint ce que je disais sur la vision, c'est ok, on n'a pas de vision, on va en définir une. Oui, et comme ça, du coup, ça va emmener les gens dans la discussion de il faut une vision. Enfin, si celle qu'on a définie elle te plaît pas, fallait être dedans, et pas de problème. Refaisons un atelier. Ouais. Et c'est acté. Je trouve que c'est intéressant aussi ce concept de dire, en fait, la nature a horreur du vide. Mais en fait, pourquoi l'entreprise, c'est faux, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs aussi, il faut leur mettre devant la responsabilité. Ça leur allait bien des fois de pas prendre de décision, parce que toi tu parles d'un statut que ils souffrent de ça. C'est vrai, il y a une vraie souffrance, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas aussi, eux entretiennent pas par défaut, sans conscientisation forcément, de l'état de fait. Parce que tu vois, souvent quand il y a un problème et qu'on fait partie un peu de ce problème-là, ça dépend de quel côté on peut pencher sur la résolution ou pas de ces enjeux. Et c'est aussi important qu'il y ait cette prise de conscience là. Plutôt au début, je parlais justement que parfois on a des problèmes finalement individuels, des problèmes humains dans les équipes. Ouais. Il y a aussi ça. C'est effectivement, c'est pas facile quand t'as une personne qui est qu'on a perdu entre guillemets. Oui. Tu vois, qui a plus foi. Voilà, qui a plus foi, qui est trop désabusé du système, voilà, qui a désabusé, trucs, qui est complètement passé en mode non mais moi je suis pas là pour m'amuser, je prends mon salaire et je m'amuserai dans mon temps perso, alors que évidemment que c'est pas la cible de s'éclater, enfin comment dire, on n'est pas là pour s'amuser. Par contre, quand ça se passe vraiment bien et que tout est coché, normalement on s'éclate. Donc c'est surtout pas antinomique. Et donc même si c'est pas le premier but, normalement ça doit arriver. Et donc effectivement, tu dois kiffer ce que tu fais, la façon dont tu le fais et ce que tu fais. Sinon, il y a d'autres mises en question là-dessus, mais ok. Et c'est vraiment pas facile, hein. Les personnes, quand effectivement, comme t'as dit, qui sont désabusées, de réussir à les ramener, qui réalisent ça. Et eux, ils vont avoir besoin qu'ils vont avoir de preuves d'assurance que cette fois-ci, les raisons qui ont amené à des échecs passés, notamment la direction, le machin, etc.,
sont réglés. Et sinon, ils vont être dans une période attentiste. Je pense que moi, ce que j'ai ressenti le plus avec ce type de personnes-là, c'est ceux qui sont les plus hostiles au début dans leur communication, même dans leur posture, tu vois, même corporelle, Passif-agressif. de le faire. Un peu d'humour, ça détend les choses. Tu as un peu d'autodérision. Moi, je joue beaucoup là-dessus parce que tu te dis, ok, cette personne-là, de toute façon, elle a dû ramasser, quoi. Tu vois, donc ça sert à rien de la juger là sur sa position là-dessus. Par contre, de lui faire comprendre que j'attends pas de toi que tu sois moteur parce que tu as déjà été moteur avant là-dessus, mais au moins sois pas détracteur et attends de voir. Laisse-nous le bénéfice du doute pour voir si on arrive à avoir les éléments d'assurance qui font que tu pourras revenir dans le game. Quand tu arrives à avoir ça, ce type de personnes-là, pour moi, c'est précieux parce que c'est des gens qui ont déjà donné dans des conditions qui n'étaient pas du tout optimales. Elles redonneront là-dessus, mais elles veulent pas le faire n'importe comment. Elles sont déjà cramées et ça aussi, ça se respecte aussi. Faut juste pas qu'elles soient en mode détracteur. Là aujourd'hui dans la dynamique que tu crées, mais ça aussi en one-to-one tu peux l'expliquer. Oui. Et si la personne elle est pas en mode voilà, si c'est une personne bien câblée aussi, ce qu'on peut tomber sur tout, en général quand même elle te laissera le bénéfice du doute en disant bah vas-y, moi j'y crois pas trop, mais je vais pas te mettre des bâtons dans les roues, mais je serai pas moteur aujourd'hui, j'ai trop ramassé il y a 3 ans quand ce grand programme était super important et qu'on m'a laissé au fond de la mine, ce qui est aussi une réalité des organisations. C'est un peu on se regarde. Bon, enfin, écoute, franchement, Jean-Pierre, c'était super intéressant. Moi, j'invite tout le monde à aller regarder ta chaîne Scrum Life. Je pense que il y a des mondes qui se parlent mais qui se côtoient pas. Tu vois, la partie agilité pour la partie dev ne côtoie pas les directions, tu vois, des DSI aussi. Enfin, vraiment autant. Je pense que ce dialogue-là, moi, je vois plein de choses où on se comprend pas encore bien, mais en même temps, on a un même objectif. Et je trouve que c'est super intéressant si on arrive à infuser aussi des cultures. Ok, c'est quoi les enjeux organisationnels en tant que des directions, en termes de, tu vois, de silos, de budget ou autre, qui sont des trucs qui touchent à l'agilité, qui sont des vrais freins. Et en même temps, ce que tu dis sur, en fait, quels sont les points qui sont vraiment change maker, comment on amène l'organisation par les équipes à changer, quels sont les plafonds de verre. Et je pense que si on arrive à fusionner un petit peu les bonnes pratiques, les bons enjeux des différentes parties prenantes, on arrivera peut-être plus à level up ces enjeux d'agilité et ça peut être assez kiffant. Bon, super. Écoute, Jean-Pierre, merci pour tout. C'était super cool. Merci à toi, merci à vous. Ils peuvent te contacter sur LinkedIn s'ils ont des questions, des enjeux ou autre. Ouais, LinkedIn, sur YouTube. Ils te mettent des commentaires. Avec plaisir. Sur LinkedIn, sur YouTube ou sur notre site scrumlife.tv, il y a aussi des formulaires de contact, etc. Il n'y a pas de problème. Trop cool. Et ben ils feront ça et qui disent qu'ils viennent du podcast AI Revolution, comme ça au moins ils savent d'où ils t'ont écouté. Merci Jean-Pierre. Super. Bon, mais j'espère que vous avez adoré ce podcast comme nous. C'est super intéressant de pouvoir poser toutes ces questions et vraiment aller au fond des choses. Pour aller encore plus loin, on lance un cycle de live un vendredi sur 2, du coup entre 13h et 14h, entre 11h et midi. Donc pour vous inscrire, soit vous suivez sur LinkedIn où vous verrez les événements passer, soit vous allez sur ersas.io et vous aurez tous les événements qui vont sortir. Donc n'hésitez pas, dans ces lives, vous pouvez poser vos questions et intervenir directement avec le speaker. Et en attendant, bien sûr, n'hésitez pas à partager le podcast sur LinkedIn et à le noter sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Merci à tous.